L'Union européenne donne un an de plus jusqu'à fin 2024 avant de forcer le passage à l'USB-C. Conséquence, l'iPhone 15 conservera-t-il le port Lightning ? Et si l'USB-C n'arrivait qu'avec l'iPhone 16, c'est l'événement de la semaine. Le métavers, personne ne sait vraiment ce que c'est et qui veut vraiment passer ses journées avec un casque vissé sur la tête. Du Tim Cook dans le texte, toujours pas emballé par la réalité virtuelle sur laquelle Meta et Facebook misent leur avenir. Tim Cook qui ne croit qu'en la réalité augmentée. Et si Apple sortait directement les Apple Glass sans passer par l'étape casque. Le test de l'Apple Watch Ultra, François Le Truedic l'a au poignet. On peut la trouver grosse, on peut la trouver moche, mais lui, il l'adore et il va nous dire pourquoi dans le bonus exclusif réservé à notre communauté Patreon. 1000 chansons dans votre poche, c'était la promesse de Steve Jobs avec l'iPod en 2001. 100 millions de chansons, c'est ce qu'affiche le compteur d'Apple Music 21 ans plus tard. Et ce sera la mise au point de Gilles Dounès. Et puis le tuto audio, je vais vous expliquer comment activer le Safety Check sous iOS 16 pour cesser immédiatement de partager votre position. Il est presque 18h en ce mardi 4 octobre 2022. Bonne fête de Kippour à toi Ellie, toi qui es le grand absent du jour, avec Fabrice Neumann qui lui est au fond de son lit et qu'on embrasse très fort mais alors de très très loin. Ici Benjamin Vincent, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce 106e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast indépendant de référence sur l'écosystème Apple. 2 absents donc dans la team aujourd'hui et pourtant nous sommes 4. Salut Gilles Dounès. Salut Benjamin. Bonjour les enfants. Et bonjour à toi surtout, pour commencer. Ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et co-auteur d'un livre un peu vintage, mais qui reste excellent, iPod Backstage chez Duno. Salut François Le Truedic. Salut Benjamin, salut à tous. Très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence, parce que ça doit bien faire 2 ou 3 numéros que je n'ai pas pu participer. Faut dire que tu as 2 casquettes désormais, enseignant toujours et désormais aussi formateur. Et oui, effectivement, 1 semaine sur 2, je me retrouve un peu sur les routes de l'Ouest à aller former des gens de tous âges qui veulent apprendre à maîtriser leur appareil photo, qui veulent apprendre à utiliser des logiciels de retouche photo, de montage vidéo, etc. Donc voilà, j'ai l'occasion de faire ça maintenant une semaine sur 2. Donc tu vois, la semaine dernière, j'étais à La Rochelle. Et la semaine prochaine, je serai à Caen. Voilà, donc ta tournée française continue et on va la suivre avec toi. Et puis on a un spécial guest aujourd'hui et il s'appelle Aurélien Ledran. Salut Aurélien. Bonjour et merci. Mais bienvenue à toi dans iWeek. Alors, un podcast que tu écoutes, si j'ai bien compris, et que tu soutiens aussi via patreon.com/iWeek. Alors on t'en remercie tous, c'est super important pour nous. Tu es donc d'abord un auditeur de ce qu'on fait toutes les semaines. Exactement. Un auditeur de ce que vous faites toutes les semaines, voilà, en voiture, à la maison, voilà. Comment tu nous as découvert ? Alors déjà par la revue iCreate que je lis depuis plus de 10 ans, et puis... dans laquelle voilà, je fais une chronique tous les mois, c'est vrai. Exactement, voilà. Donc par cette revue, et puis il y avait Watch TV à un moment donné que je regardais. Très juste. Donc voilà, ça fait un moment que je connais un peu l'émission. Bon, bah écoute, c'est un plaisir en tout cas de te rencontrer. Tu vas passer donc toute cette grosseur avec nous. Je peux dire l'essentiel sur toi, en tout cas le peu que je sais. Je te laisserai compléter. Alors, tu as 42 ans. Oui. Tu as 2 enfants de 10 et 15 ans. Oui. Tu es éducateur spécialisé. Tu vis dans Lyon. Exactement. Si j'ai bien compris, tu as découvert le Mac quand tu étais petit parce qu'il y avait un Mac à la maison. C'est ça. Et puis tu as découvert la marque toi-même, sa philosophie, son sens de l'innovation. Si j'ai bien compris, ton Apple Watch t'a en partie sauvé. Ah, exactement, complètement. Tu vas peut-être nous raconter. Ah ouais. Et puis tu t'intéresses à tout ce qui concerne les télécoms et les moyens de communication. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'à maintenant ? À sans faute. Bon, bah génial. Écoute, ce que j'ai pas dit,
c'est que tu nous as donc écrit avec l'envie de participer, donc c'est un grand plaisir pour nous de t'accueillir. Tu as vu le programme, alors tu es comme à la maison, hein, c'est très important, tu as vu, on est plutôt sympa, plutôt accueillant. Tu interviens absolument quand tu veux, d'accord ? D'accord. Petite question avant qu'on entre dans le dur, est-ce que tu as pris le réflexe de la quotidienne iWeek ? Oui. Ah bah oui. Le matin, c'est il y a France Inter, et puis après, il y a la quotidienne iWeek. Bon, j'espère qu'un jour, on sera avant France Inter. Fais attention Benjamin, parce qu'à un moment il va dire oui mais il faudra que tu sortes le podcast plus tôt le matin du coup, donc attention. C'est ça. Attention. C'est ça. Bon écoute, en tout cas c'est super sympa de te compter parmi nos auditeurs. Bon, je rappelle la quotidienne, hein, c'est du lundi au vendredi, c'est 5 doses par semaine, avec chaque jour les 5 infos essentielles en 5 grosses minutes. Bon, on dépasse un peu parfois, mais vous nous en voulez pas, j'espère. C'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast. Et à ce sujet, quand même une petite parenthèse, puisqu'un certain nombre d'entre vous ont rencontré des soucis de lecture sur Apple Podcast ces derniers jours, avec une lecture qui reprenait au début avant d'être arrivé au bout de l'épisode. Je crois que c'est ton cas aussi, hein, Aurélien ? Oui, ah oui. Et moi aussi, mais ce qui est très, très sympa, c'est que la musique du générique reprend, mais de manière progressive, sur les dernières paroles, donc t'as l'impression que c'est complètement fait exprès et que c'est juste un gros bug de montage, quoi. Alors que pas du tout. Ouais, pas du tout. Alors, on voulait vous dire qu'on n'y est absolument pour rien. On a fait remonter le bug au support d'Apple Podcast, mais malheureusement, notre pouvoir s'arrête là. Si vraiment vous êtes embêté, je ne peux que vous encourager à suivre la quotidienne iWeek sur une autre plateforme qu'Apple Podcast, où là, tout fonctionne toujours. Pour rester en contact de la team et des infos, suivez-nous évidemment sur Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Allez, dans quelques minutes, 1 an de royalty en plus pour Apple en Europe autour du Lightning. Mais d'abord, Tim Cook et les signaux envoyés autour de la réalité augmentée. Tim Cook en Europe, Londres, Berlin, Munich, Naples et Rome, puisqu'il a été reçu pour la 2e fois par le pape François au Vatican. Tim Cook qui a profité de sa tournée en Europe pour multiplier les signaux d'une arrivée prochaine de produits Apple autour de la réalité augmentée. Alors casque ou lunettes, directement, et quand ? On va peut-être décrypter les 2 techniques employées par le PDG d'Apple. La première technique, ça a été de dénigrer le métavers. Alors c'était notamment le cas dimanche dans le JDD, le journal du dimanche en France. C'est un peu le leitmotiv depuis le début de sa tournée européenne. Je cite Tim Cook, hein, le métavers, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Il y a une place pour cette technologie, mais vous ne voulez pas avoir un casque vissé sur la tête toute votre vie. Voilà, c'est ce qu'il a dit donc jeudi à Naples en Italie. Gilles, je sais que tu vas te régaler. C'est moi. C'est directement adressé à Facebook, ça, pour leur dire, les gars, vous faites fausse route. Oui, et d'autant qu'ils y mettent du leur, hein, avec des publicités complètement hors sol en disant dans le métavers, on va faire ceci, on va faire cela, on va raser gratis, le café va se faire tout seul. C'est même pas signé. On a une promesse vague, éthérée qui flotte là. C'est pas du tout la façon de procéder d'Apple qui vend du rêve, mais du rêve concret qu'on peut toucher des doigts à un tel point que apparemment ils travaillent également sur des gants. Mais il y a une double détente là. Tu as raison. On va parler de la seconde ensuite, mais il est vrai que tu as testé toi-même au CES les casques à réalité virtuelle et il faut avoir une très très bonne oreille interne pour ne pas être pris de vertige au bout de quelques minutes. C'est bien ce que tu avais dit. Ça a pas mal évolué, hein. Les technologies sont de plus en plus stables, mais c'est vrai qu'on est complètement prisonnier quelque part et on est immergé pour le coup, ça c'est sûr. Je profite de ta présence, Aurélien, pour te poser une question très ouverte sur le métavers. Est-ce que c'est une perspective qui te fait envie ? Est-ce que ça te fait rêver ?
honnêtement, comme ça me fait un peu peur et en même temps, je trouve ça fabuleux pour tout ce qui est du domaine de la santé. Pour le fait de mettre un casque tout le temps, un peu ce que disait Gilles, je me vois pas avec cette espèce de casque qu'on a qui nous empêche d'ailleurs de voir où on est complètement fermé, un peu comme quand Mark Zuckerberg arrive dans la salle et qu'ils ont tous le casque là. Ça c'est vrai. La fameuse photo. Voilà, ça me fait un peu peur. Je me dis, je suis plus intéressé en gros par des lunettes, effectivement. Tu connais l'histoire de cette photo ? Je ne connais pas l'histoire de cette photo. Non. Alors, je peux te la raconter parce que j'étais dans la salle. C'était au Mobile World Congress à Barcelone, donc le salon de la téléphonie mobile, il y a quelques années. Je crois que c'était en 2017, mais je ne vais pas dire de bêtises. Zuckerberg, qui n'était pas du tout au programme, est intervenu dans le cadre de la conférence Samsung. Et en fait, sous chaque siège, il y avait un casque qui était caché au départ. On s'est assis, personne ne savait qu'il y aurait un casque à sortir. Et puis, à un moment, ils nous ont proposé de mettre le casque. Donc, toute la salle a mis le casque. Et donc, sans exception, tout le monde était coupé de ce qui se passait dans la salle, puisqu'on ne voyait que les écrans dans le casque. Et donc, Zuckerberg est entré, personne ne l'a annoncé, personne n'a su qu'il arrivait, puisqu'on regardait dans le casque et pas à l'extérieur. Et donc, il y a cette photo où il marche, effectivement, il avance dans une allée avec... derrière lui, les rangées de journalistes qui avaient tous mis le casque et qui donnent l'impression de ne pas avoir conscience qu'il est là. Je pense que tout ça a été très méticuleusement préparé pour obtenir cette image, justement. Voilà. Et donc, effectivement, cette image, elle est restée presque comme un symbole. Ouais. Mais elle est lourde de sens en même temps. Elle est lourde de sens. Le métavers, François, toi, ça te dit quoi ? Si on prend un peu de recul, J'aime bien ouais, tu m'introduis comme ça, tu sais très bien que je vais dénigrer le truc, mais promis, je vais essayer de prendre du recul. Ah non, mais t'es le bienvenu pour en dire du bien, mais pour dire que ça te fait envie. Moi, honnêtement, ça me fait pas du tout envie. Je rejoins ce que disait Gilles sur l'aspect oreille interne. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'en tester. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça avait tendance à me donner la nausée. Ça reste un truc un peu obscur. On sait que ça va... Ces petits défauts-là de jeunesse, ça va très vite disparaître. C'est pas ça qui va rester. Ouais, sans doute. Après, je pense que malgré tout, en fonction de l'anatomie de chacun et je vais prendre l'exemple du mal de mer. Il y a des gens en bateau qui vont pas avoir le mal de mer, d'autres qui vont l'avoir. Enfin, il y a plein de... Je pense qu'il y aura toujours des limites physiques, physiologiques pour certaines personnes. Après, j'espère que je me trompe. Maintenant, c'est vrai quand on voit, par exemple, Carrefour qui s'est mis dans le métavers aussi, etc. C'est vrai que je vois pas trop l'intérêt. Autant le métavers, ça peut avoir un côté sympa pour... un peu en caricaturant, moi dans ma jeunesse, j'étais déjà assez vieux, mais tout ce qui était les Sims et tout, c'est vrai que d'un point de vue jeu vidéo, ouais, comme le disait Aurélien, d'un point de vue santé, pour moi, oui, il y a des possibilités. Mais j'attends, moi, clairement, les lunettes connectées avec l'info en réalité augmentée, mais pas de la réalité virtuelle pure, quoi. Pour moi, c'est ce que j'ai dit dans E-Week lundi, quoi. Dans la quotidienne. Et s'il faut vraiment être sérieux, il y a deux choses. Il y a l'espèce de rêves qui sont en train de vendre de type Second Life, qui était exactement le même type de... Ah, tu remontes loin, là. Oui, mais... c'était il y a 20 ans, presque. Oui, mais c'était déjà une tentative de vendre un peu un espace hors du temps où on était un avatar, en fait, et on se baladait, les gens... les boîtes avaient acheté des espaces et c'est retombé comme ça a poussé comme un champignon. Il y a un aspect très intéressant sur j'y crois beaucoup depuis le début sur le serious game et les apprentissages. Quand j'ai fait mes études,
de psycho. On a eu une grosse part sur la neuroanatomie et on devait se représenter les différentes zones du cerveau importantes comme la substance noire qui est là pour tout ce qui est régulation motrice, les zones impliquées dans la mémoire et les voies qui les relient. Et il fallait se les représenter à partir de coupes verticales, transversales et horizontales. Je rêvais, il y avait déjà le Mac, je rêvais d'une image en 3D qu'on aurait pu manipuler et sur lesquelles on aurait pu visualiser les différentes voies qu'il fallait se représenter, imaginer et qui demandaient un effort de conceptualisation qui était pénible. Ce type-là d'utilisation pour tout ce qui est même apprentissage sensorimoteur pour des savoir-faire, là, ça peut être extrêmement intéressant. Ouais, tu rejoins un peu ce que disait Aurélien du coup. François, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, Gilles, c'était pas dans ce sens-là que tu l'as utilisé, mais tu as utilisé le terme manipuler, et je pense que le gros problème pour Facebook aujourd'hui, c'est que Facebook se traîne une sale répute de récupération de données, Cambridge Analytica, etc., le suivi, et je pense que du coup, le fait que le métavers soit quand même énormément mis en avant par Facebook, à mon avis, ça biaise le truc, et sans doute que moi le premier, dans la mesure où c'est Facebook qui le promeut, ça me met dans de mauvaises dispositions pour suivre ce mouvement. Je pense que ça joue. Bon, en tout cas, c'est évident. On est à un moment où en tout cas Facebook a commencé à sortir les rouleaux compresseurs pour dire le métavers ça va être formidable, et dans le même temps on a en face une opposition incarnée notamment par Tim Cook qui nous dit attention, c'est pas forcément ce que vous croyez que ça va être. Il y a une deuxième technique utilisée cette semaine par le PDG d'Apple qui a été d'essayer de définir les limites de la réalité virtuelle. Il explique, et j'ouvre à nouveau les guillemets, qu'elle se limite à des moments bien précis. Il dit « Je ne crois pas que vous ayez envie d'y passer toute votre vie, ce n'est pas un bon moyen pour communiquer, et donc je ne suis pas contre, mais c'est la vision que j'en ai. » Ça, c'était dans le magazine Bright. Le message, si on résume ces deux approches, c'est que finalement, il n'y a qu'une seule réalité qui n'ait vraiment d'intérêt, c'est la réalité augmentée. C'est aussi ce que vous avez compris ? Oui, et puis je pense que clairement Apple va surfer là-dessus, et c'est ce qu'Apple va développer. On l'a vu avec l'Apple Watch, avec les notifications, etc. Je pense que là-dessus, moi je rêve de ça. Pour ceux qui ont regardé la version YouTube, vous m'avez vu sans doute mettre la main sur la montre pour chanter un appel que j'avais, en mettant la main dessus. C'est vrai que voilà, si j'avais eu la notif directement sur mes lunettes, c'est énorme. Et puis, comme le disait Aurélien tout à l'heure, je me répète, mais sur l'aspect médical, je pense en particulier pendant des opérations, ce genre de choses, il pourrait y avoir des schémas, il pourrait y avoir voilà. À l'image de ce qu'en fait Google avait voulu développer il y a une bonne dizaine d'années maintenant avec les Google Glasses, qui étaient sans doute trop en avance sur leur temps. Et je pense qu'Apple, de ce côté-là, a quelque chose à rajouter, une vraie plus-value à rajouter à l'image de la plus-value qu'Apple rajoute à chaque fois quand Apple sort une nouvelle catégorie de produits. Ouais. Alors, on en vient à la question clé, en fait, pour nous, c'est finalement, est-ce que sortir un casque, ça a un sens pour Apple ? Qu'est-ce que t'en penses, Aurélien ? Non, je crois pas. Moi, je crois qu'en plus avec ce qui a été dit Tim Cook au JDD, enfin, il l'a pas dit ouvertement, mais de ce qu'on pouvait lire entre les lignes, c'est qu'il était en train de nous lancer, nous préparer à un lancement de lunettes, de glace, un peu comme les Google Glass qui avaient été présentés, je crois que c'était en 2012. Alors, je sais pas si ça serait les mêmes, mais moi, à l'époque, ça m'avait bien fait rêver. Bah, c'est les fameuses, c'est celles qui étaient un petit peu en avance sur leur temps. Voilà, bon, elles étaient pas très très jolies, mais bon, pour l'époque, tout le monde voulait les essayer en tout cas. Exactement, tout le monde voulait les essayer, il y avait un effet waouh. Je me rappelle avoir montré moi à l'époque des copains sur l'iPad, je leur montrais, regardez ce que Google va sûrement lancer.
Et effectivement, plusieurs de mes connaissances disaient ah oui ça m'intéresserait. Donc si Apple va sur ce terrain-là, je pense que ça va fonctionner et je pense que Tim Cook et les équipes d'Apple planchent là-dessus. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on, entre guillemets, on parle d'un casque depuis des mois, si ce n'est des années, François ? Je pense qu'Apple Apple a dû vouloir, je vais prendre un autre exemple, la télé d'Apple. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des prototypes, et Apple s'est rendu compte que finalement, soit ils n'avaient pas de plus-value à apporter, soit c'était un produit qui n'allait pas fonctionner. Et j'ai bien aimé ce que vient de dire Aurélien, tout le monde avait envie d'essayer les Google Glasses, mais au final, il y a très peu de gens qui les ont utilisés, parce qu'une fois qu'on avait fini de découvrir le côté techno sympa, il n'y avait pas d'usage intéressant. Et c'était les balbutiements de cette techno-là. Et je pense qu'Apple a peut-être essayé effectivement à développer un vrai casque de réalité virtuelle, et s'est rendu compte qu'au final, il n'y avait pas d'usage intéressant, et que ça allait peut-être à l'encontre de ce qu'ils avaient envie d'incarner au final. Et il y en a eu en développement, mais à mon avis, ils passeront directement sur les Apple Glasses, ce qui peut peut-être aussi expliquer la petite déception qu'on a. On évoque ce sujet-là depuis un paquet de mois, voire un paquet d'années, et peut-être que si effectivement il y avait eu le casque de réalité virtuelle, il serait sorti déjà. Et là, dans la mesure où ils ont chanté cette étape-là, on est directement sur les Apple Glass, qui, elles, par contre, du coup, au niveau techno, ça va être compliqué à développer. Et même au niveau du design, au niveau de plein de choses. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu du retard sur ce projet. Donc tu crois que les lunettes vont sortir finalement directement ? Pour moi, oui. Alors, et à mon avis, on aura un produit qui sera plutôt sympa et abouti. Ouais. Gilles, qu'est-ce que tu en penses ? Casque ou pas casque avant les lunettes ? François a dit le mot magique chez Apple, c'est les usages. Et effectivement, il est tout à fait possible qu'ils aient exploré l'option du casque, éventuellement pour des usages bien particuliers. Hein. Je reviens au truc de l'éducation, au sens large, et des apprentissages. C'est un système de présentation de l'information et de l'image, comme on a eu sur le Mac, sur l'iPod, sur l'Apple Watch, tout ce qui est Apple. C'est un système de présentation de l'image et d'interface. Il n'est pas impossible que ça soit réservé pour les designers, pour les gens qui vont fabriquer des applications pour les lunettes, un peu comme à un moment donné, je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'à Bordeaux, il y a des gens qui faisaient des programmes sur le Lisa avant de les faire tourner sur Mac. Mais ils vont pas, Gilles, ils vont pas sortir un casque pour le vendre à 500 développeurs. 500 développeurs. Même 5000. 5000, mais il peut y avoir des applications. Microsoft sait très bien faire ça. Oui, mais c'est pas Apple. Pour des apprentissages, des trucs professionnels, des mises en situation, des jeux de rôle, tout ce qu'on appelle le serious game. Il y a toutes les salles de e-sport et de jeux qui se développent. Il y a éventuellement un marché pour ça, mais je suis d'accord avec. Ils veulent en vendre des millions et des dizaines de millions, Gilles. Ils veulent pas juste en vendre aux salles de e-sport. Le Mac Pro, ils n'en vendent pas non plus des millions et des dizaines de millions. C'est une histoire de marché, d'usage, d'intérêt, sachant que la réalité augmentée, elle est là pour le grand public, avec tout ce qu'on peut faire crédit à Apple de préservation de la vie privée, ce qu'on peut craindre de la part de Facebook, dont le modèle économique est de regarder les comportements des gens, qu'ils soient sur leur plateforme ou ailleurs d'ailleurs. Donc sur le métavers, j'imagine même pas. C'était la même chose qui a plombé les lunettes de réalité augmentée de Google. On se demandait qu'est-ce que les gens faisaient avec. Et puis il y a la dimension correction optique dont on a parlé, qui pourrait se greffer, si j'ose dire, un usage supplémentaire, un intérêt supplémentaire sur les lunettes à réalité augmentée, avec des cristaux, des nanocristaux de
de nature tout à fait avancée. Ouais. Bon, alors, t'as à moitié pas répondu à ma question, parce que ma question de base, c'est est-ce qu'il y aura un casque ou pas? François, tu viens de dire que toi, tu penses qu'il n'y aura pas de casque. Ils vont passer directement aux lunettes. Aurélien, c'est aussi ton avis? Oui, c'est ce que j'avais dit. Oui. Ah oui, tu avais commencé à le dire en oui, premier. Je l'ai dit, oui. J'ai dit que non. Moi, je pense effectivement ils vont laisser les lunettes. En plus, on voit bien, Facebook a fait quelque chose avec Ray-Ban, il me semble, il y a pas longtemps. Snapchat avait essayé, alors pas sur le même modèle que les Google Glasses, mais ils essayent quand même d'aller sur les lunettes. Et personne n'arrive à. C'est comme pour l'Apple Watch, plusieurs ont essayé. On voit bien, même Samsung. Ça prend, mais c'est pas autant que l'Apple Watch. Enfin. Et François, tu crois quand même à un casque qui serait un peu l'équivalent de ce qu'avait été le Mac Mini avec le Mac Mini Proto avec la puce Apple Silicon, juste pour que les développeurs puissent inventer les applis pour les lunettes, justement? Non, j'y crois pas, parce qu'au final, tu peux quasiment tout faire directement sur un Mac. Finalement, avec l'histoire de l'iPhone, tu sais, quand on voit les usages qu'ont l'iPhone sur Ventura, on pourra s'en servir comme webcam. À la limite, pourquoi pas imaginer utiliser un logiciel, un kit de développeur, mais qui soit utilisable sur le Mac, et vous utilisez votre iPhone pour retransmettre l'image qui sera plus tard visible à travers les lunettes, quoi. Enfin, à mon avis, je vois pas l'intérêt. D'un point de vue investissement, c'est quand même énorme. Ça veut dire que même s'ils le produisent, au contraire, même s'ils le produisent en petite quantité, ça reviendra très très cher par casque. Donc non, je vois pas l'intérêt. Qui a un kit de développeur, oui, mais directement sur des lunettes, quoi, je pense. Bon, alors ça pose du coup la deuxième question clé, qui est la question du timing, parce que on a entendu Tim Cook récemment dire dans pas si longtemps. Or, les Apple Glass, on est sur un horizon plutôt 2024, voire 2025, jusqu'à maintenant en tout cas. Dans pas si longtemps, dans 3 ans, ça me semble relativement loin quand même. Alors, est-ce qu'ils auraient accéléré le rythme pour les sortir plus tôt? On est quand même... On parle quand même depuis quelques mois d'un événement Apple potentiellement au mois de janvier. Alors, est-ce que vous pensez que des lunettes pourraient être annoncées en janvier? Ils vont présenter la techno, le kit de développement, et puis ça arrivera. Souviens-toi de l'Apple Watch, elle avait été présentée au mois de septembre, elle était effectivement sortie au mois d'avril avril suivant. Donc, tu penses qu'Apple va présenter la techno des lunettes en janvier? Moi, à mon avis, s'ils présentent quelque chose, oui, ce sera ça. Je vois pas Enfin, s'ils font pas de casque, qu'est-ce qu'ils vont présenter? Voilà, s'ils disent super, on va faire de la réalité augmentée, oui, mais avec quoi? Le capteur LiDAR de l'iPad qui a été implémenté il y a combien d'années? Je sais plus, 3 ans, 4 ans, je vais dire une bêtise, ça sert à que dalle aujourd'hui, quoi. Enfin, personne ne s'en sert, à part effectivement sur les... Alors Gilles va me taper sur les doigts, mais sauf pour la mise au point, quand tu prends des photos de nuit, par exemple, mais... à mon avis, s'ils présentent quelque chose, ce sera directement la techno. Ce sera peut-être pas le modèle prédéfini, mais ce sera peut-être un proto, quoi, ou des protos, ou des kits développeurs, ou autre, quoi. Je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient présenter d'autre. J'espère... Voilà, je peux me tromper, hein, mais... D'accord. Mais donc toi, ça te semble pas impossible? Pourquoi pas? Gilles, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois des lunettes présentées, ou en tout cas évoquées technologiquement dès le début de l'année? Là, dans 3 mois. L'Apple Watch, Tim Cook avait commencé à en parler en 2011, moyennant quoi Samsung s'était précipité pour présenter quelque chose, pour être le premier sur quelque chose. Ça laissait 2 ou 3 ans, effectivement. Là, il faudrait qu'il y ait un kit de développement logiciel pour donner aux développeurs l'envie de proposer quelque chose, de travailler là-dessus. Ça n'est pas le regroupement en juin de tout ce qui est développement multiplateforme n'a pas toujours été là. Il y a souvent eu des présentations décalées pour la plateforme iOS. Donc c'est pas impossible qu'il le présente si tôt. Je ne suis pas sûr, parce que soit le calendrier va s'accélérer et les Apple Glasses
vont venir à la place du casque VR qui était prévu pour 2023 dans le calendrier de Mark Gurman. Ils étaient pressentis pour arriver un an ou deux avant les Apple Glasses. Bon, on va voir si notre oracle avait raison ou s'il s'est laissé enfumer comme Gene Munster à l'époque pour l'Apple TV avec un écran. Ouais. Bon, mais Aurélien, alors là on joue à Madame Irma, mais quand même, entre janvier 2022 et courant 2024, il y a 3 ans d'écart, quoi. Donc, où est-ce que tu mettrais le point dans l'agenda? Dans mois de janvier, non, je dirais ça pourrait être ça pourrait être au mois de juin aussi. Entre janvier et juin, parce que je pense que Tim Cook doit marquer comme l'a fait Steve Jobs quand il a lancé l'iPad en janvier 2010. Ça pourrait être aussi le point de dire bah voilà, moi je lance ça à ce moment-là. Donc je dirais entre janvier et juin. Alors je me laisse une petite marge. Ça veut dire qu'on serait quand même très en avance sur les prévisions, hein. En tout cas, bon, les rumeurs, hein, qui font des prévisions, mais ce serait bien plus tôt que prévu. Bon, bah écoutez, vous savez quoi ? Ça veut dire qu'on va rester ensemble pendant encore quelques semaines pour suivre ce qui va se passer à la fin de l'année et peut-être dès le mois de janvier avec, qui sait, la présentation soit d'un casque, soit peut-être, alors ce serait quand même assez génial, qu'on ait un aperçu des lunettes dans 3 mois. Ce serait presque inespéré. Dans un instant, on va dérouler la suite des grands sujets de la semaine avec l'Europe qui a voté en faveur du chargeur universel. C'était mardi midi. Ça aura pris 10 ans et Apple a gagné 1 an supplémentaire avec le port Lightning. À tout de suite. 602 voix pour, 13 voix contre, 8 abstentions. Le Parlement européen a donc adopté ce mardi midi la directive sur le chargeur unique pour les appareils électroniques. Concrètement, d'ici fin 2024, tous les téléphones portables, toutes les tablettes, tous les appareils photo vendus dans l'Union européenne devront être équipés d'un port de charge USB type C. Et à partir du printemps 2026, cette obligation concernera également les ordinateurs portables. Alors on va évidemment commencer par la première échéance, celle de fin 2024. Ça veut dire dans un peu moins de 3 ans. C'est pas pour tout de suite. C'est clairement plus tard que ce qu'on pensait. Puisqu'on parlait de plus en plus d'un iPhone 15 qui basculerait à l'USB-C. Gilles, Apple va pouvoir maintenir le Lightning 1 an de plus ? Non, ils ont leur propre calendrier. Mais ils n'ont aucune raison de pas en profiter encore 1 an. Ils n'ont aucune raison de traîner. Encore 1 an, monsieur Lebrot. J'en sais rien. Pourquoi ça a été décalé d'1 an si c'est du lobbying bien compris d'Apple et qui a été donc entériné ou... j'en sais rien, puisqu'il faut préparer ça de longue haleine avec les industriels de l'écosystème. Surtout, quel USB-C, à quelle tension, avec quel voltage. C'est très bien d'avoir une prise universelle, mais après, quel est le courant qu'on fait passer dedans ? On a vu ce que ça avait donné avec les ordinateurs portables. Ouais. Alors, la directive concerne tous les produits jusqu'à 100 watts de puissance et elle dit que la charge rapide doit se faire à la même vitesse quels que soient les appareils. Ce qui pose plein de problèmes techniques. Je suis pas technicien, mais je crois savoir que les appareils ne se chargent pas du tout tous à la même vitesse aujourd'hui, mais c'est pas les mêmes technos de batterie non d'ailleurs. Bien sûr. Juste sur les délais, c'est un point important. Il y a encore une étape, c'est que le Conseil de l'Europe doit officiellement approuver la directive avant sa publication au journal officiel de l'Union européenne. La directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication.
Et ensuite, les États membres auront 12 mois pour transposer les règles dans leur droit national et 12 mois supplémentaires pour les appliquer. Donc 12 mois plus 12 mois, ça fait déjà 2 ans. Et donc c'est pour ça que ça nous emmène à fin 2024. C'est la bureaucratie européenne en fait qui a pris cette année supplémentaire et pas Apple. Aurélien, pour toi, est-ce que européenne. Est-ce que c'est entre guillemets une petite victoire d'Apple d'avoir gratté un an de plus finalement, ou est-ce que tu penses qu'Apple a de toute façon la volonté de passer à l'USB-C à partir de l'iPhone 15, donc de l'année prochaine? Je crois qu'ils peuvent être un peu rebelles dans l'âme. Je pense qu'ils ont la possibilité aussi de complètement enlever le port Lightning, de ne pas mettre de port USB, et de rester en MagSafe. Et on voit bien qu'aux États-Unis, il n'y a plus sur les iPhone 14, on n'a que de l'eSIM. On veut que les téléphones soient étanches de plus en plus, donc là, ça résoudrait un problème, et du coup, ils garderaient quand même leur propre chargeur MagSafe, et du coup, ils passeraient pas à l'USB-C. Gilles ? C'était mon hypothèse au moment où ils ont annoncé ça il y a 4 ou 5 ans, mais il reste la vitesse, le paramètre de la vitesse de charge. C'est pas extrêmement évident d'après ce que j'ai compris avec MagSafe, et le problème, on le voit avec les Apple Watch, c'est il faut bien positionner l'appareil à recharger sur sa base. Il faut absolument pas qu'il se balade pour une raison ou pour une autre. Le câble, malgré son archaïsme et la porte d'entrée supplémentaire dans l'appareil qu'il suppose, présente également des avantages. Donc, mais faut se souvenir que le port Lightning a 10 ans, et c'est la durée de vie qu'Apple avait choisie pour le port 30 gauche, sans que personne lui demande rien. Au bout de 10 ans, ils ont changé pour prendre le port Lightning. Donc, l'alternative, à mon avis, est déjà prête. Alors, un point de détail, mais c'en est pas un, mais je ne sais pas si la directive impose une charge filaire. Je ne sais pas si un constructeur pourrait sortir un matériel qui ne se recharge que sans fil et donc par induction. Pas évident. Ça me paraît très hyper restrictif en fait. Non, il suffit que la base soit connectée. L'idée, c'est un chargeur unique. Et donc, s'il faut un chargeur par induction, ça fait plusieurs chargeurs. Non, tu as une base à induction qui est connectée par USB-C au fameux chargeur universel. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, c'est grosso modo un an plus tard que prévu. Donc, ça laisse encore une possibilité pour Apple de prolonger la durée de vie du Lightning sur la gamme iPhone, au moins pour l'iPhone 15. En revanche, c'est sûr que pour l'iPhone 16, il faudra d'une manière ou d'une autre que ça change, en tout cas en Europe. Petite précision donnée par le communiqué de presse du Parlement européen, qui a chiffré à 250 millions d'euros les économies qui seront réalisées par les consommateurs, 250 millions d'euros par an, en leur évitant d'acheter des chargeurs inutiles. Et quant aux chargeurs qui sont jetés aux ordures tous les ans, ça représente 11 000 tonnes de déchets, toujours selon le Parlement européen. Apple était précurseur là-dessus. En même temps, si tout le monde passe à l'USB-C, ça va en faire des câbles Lightning qui vont partir à la poubelle. Exactement. On en parlait dans une quotidienne. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Ça va faire quelques centaines de millions de câbles qui vont se retrouver aussi à la poubelle. Aurélien, ton avis global sur, on va dire, cette directive, donc l'Europe qui va obliger les constructeurs à tous utiliser le même type de connecteur pour leur chargeur?
je suis partagé entre... Effectivement, écologiquement parlant, c'est très bien. Après, heureusement que ce n'est pas sorti quand on avait les anciennes USB, l'USB-A, parce qu'on aurait bien été embêtés. Et je me dis qu'imaginons dans 15 ans, on ait d'autres moyens d'avoir des chargements de l'USB tout autre, et qui soient beaucoup plus puissants. Et ben, est-ce qu'on sera restreint à rester sur de l'USB-C pendant des années où il faudra encore changer à un moment donné, ce qui reviendra au final à casser ce qui sera voté là bientôt, et voilà. Je suis partagé. Il y a un autre truc, c'est les taux de transfert, et la nouvelle norme de l'USB-C double le taux de transfert du Lightning, et donc Apple a tout intérêt à faire le pas le plus rapidement possible. Absolument. Oui, il faut rappeler que le Lightning, ça correspondait à de l'USB 2, Ouais, alors que l'USB-C correspond à de l'USB 3 qui continue d'évoluer. c'est ça. Hein, c'est ça. Donc grosso modo, Et c'est vrai que quand on l'USB-C filme- est 4-5 fois plus rapide que le Lightning. J'aurais même peut-être dit encore plus, mais ce sera Encore vérifié. 10 fois peut-être, ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est un facteur X. Mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où aujourd'hui avec nos iPhones on peut filmer en 4K et plus, c'est vrai que quand t'as des vidéos à transférer, ça peut Bien prendre sûr. un peu de temps. Bien sûr. Bon, merci pour ces premiers retours sur cette directive votée quelques heures avant qu'on démarre l'enregistrement de cet épisode. On se retrouve dans une poignée de secondes avec les infos qui vous ont peut-être échappé cette semaine. C'est Pommes. Pommes, les news qu'on n'a pas pu aborder cette semaine dans la quotidienne iWeek. Et on commence par Pegasus, hein, on a failli l'oublier, mais le logiciel d'espionnage a refait surface au Mexique. Ouais, c'est assez fou. Régulièrement, on en entend parler. Et visiblement, ça a fuité. Le gouvernement mexicain aurait utilisé Pegasus pour espionner des journalistes. C'est assez marrant quand même de voir à quel point ce système-là revient régulièrement au devant de la scène. Et puis c'est en mode non, on n'a rien fait, mais en fait, visiblement, si. Donc comme quoi, ça reste toujours d'actualité. Donc c'est un moyen aussi de vous inciter, de vous rappeler, faites les mises à jour de sécurité de vos téléphones, même si évidemment vous allez sans doute pas être espionné, je ne pense pas, mais c'est toujours mieux quand il y a des mises à jour de les faire, et c'est toujours admirable de voir qu'Apple propose toujours des mises à jour de sécurité, y compris pour des vieux iPhones sortis il y a un paquet d'années, qui sont plus mis à jour de manière majeure, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir installer iOS 16 par exemple, mais il y a quand même des mises à jour de sécurité qui sont maintenues, donc voilà. On a envie de dire, c'est une erreur d'Apple, il y avait une faille, donc c'est logique qu'il la corrige, mais c'est pas le cas chez tous les fabricants de téléphones. Donc ça reste positif. Ouais, ce qui est étonnant, Gilles, c'est que NSO Group, donc la boîte israélienne qui a créé Pegasus, a quasiment été démantelée. Enfin, son CEO est parti. Le scandale lui a coûté très cher. Oui, mais le produit un peu radioactif reste. Maintenant, c'est pas tellement Apple qui est en cause, là, c'est une faille qui est inhérente à la technologie du SMS qu'on utilise pour servir de cheval de Troie, et il me semble bien que l'ensemble des constructeurs étaient concernés. Ça fait du bruit par rapport à l'iPhone parce que c'était la forteresse un peu imprenable dans laquelle on a réussi à rentrer par ce biais détourné. Bon, on va rappeler qu'Emmanuel Macron a été écouté grâce à Pegasus notamment. Aurélien, est-ce que tu avais suivi le cœur de l'affaire quand ça avait éclaté ? J'avais suivi un petit peu, mais pas plus que ça. Enfin, j'avais lu, j'avais entendu, mais j'ai pas plus suivi que ça. Bon. Alors peut-être que tu as eu un iPhone 6 Oui. dans ta vie. Oui. Est-ce que tu l'as toujours ? Je peux sûrement, mais oui, je l'ai. Je l'ai toujours.
J'avais 2 iPhone 6 même à la maison. Tu sais que tu as une vieillerie donc dans tes placards. Hein. Oui. Parce que c'est désormais un produit vintage pour Apple. J'ai vu ça. N'est-ce pas? J'ai vu ça. Qui a mis dans le conducteur comme Ellie? Je plaide non coupable. Ah, c'est toi, François. Comment ça, C'était un vintage petit clin d'œil comme pour Ellie? notre ami Ellie. Non, c'est un petit clin d'œil pour Ellie. Non, effectivement, quand j'ai vu la news passer, ça m'a laissé perplexe. Et c'est vrai qu'en fait, l'iPhone 6 Plus a été vintage avant l'iPhone 6. Et c'est assez marrant, et on rappelle que le côté vintage d'Apple, pour Apple, en fait, un produit vintage, c'est un produit qui peut plus être réparé, donc c'est-à-dire qu'Apple ne propose plus de pièces détachées, donc ça veut dire que si vous en voulez, il faudra passer par des circuits alternatifs. Mais c'est vrai que ça a été un iPhone qui a quand même marqué une grosse évolution au niveau du design. Moi, je sais que je l'aimais beaucoup, mais il a eu un défaut, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, sur les premières séries, il avait tendance à se tordre légèrement. Il n'était pas assez solide, et donc on pouvait se retrouver avec des iPhones tordus. Maintenant, moi, j'en garde un bon souvenir, mais c'est un produit qui commence quand même à être très âgé et qui n'a pas eu l'occasion d'avoir iOS 15 ni iOS 14 d'ailleurs, de mémoire, je crois. Oui. Le terme exact chez Apple, c'est obsolète. Je ne pense pas que Ellie soit obsolète. Il faudrait... Oui, en gros, ça menace les produits qui ont plus de 5 ans et moins de 7 ans, je crois, c'est ça? De passer dans la catégorie vintage. Hein, c'est ça? Ça doit être à peu près ça. Bon, on l'a dit, Tim Cook est en Europe, en tout cas a entrepris une tournée européenne il y a une 8aine de jours. Il est passé par l'Italie. Jeudi dernier, il était donc à Naples devant les étudiants de l'université Federico II. Et il leur a notamment donné les clés d'un entretien de recrutement réussi chez Apple, avec 4 qualités clés à ses yeux. Qui veut nous donner ces fameuses clés pour se faire embaucher chez Apple? Prenez des notes, prenez des bottes, des bottes aussi si vous voulez, parce que s'il pleut beaucoup à l'Apple Park, ça peut servir pour se balader sur le beau terrain qu'on voit dans les vidéos. Le premier, évidemment, c'est de la collaboration. Il faut savoir travailler de manière collaborative. On le sait, la preuve, Apple incite fortement à rentrer au travail et à ne plus faire de télétravail. Oui, c'est ça, tu veux dire accepter de venir bosser à l'Apple Park, c'est ça? C'est ça, travailler main dans la main. Dans sa cuisine. C'est ça. Donc collaboration numéro 1. La créativité, c'est pas très surprenant, hein, ça paraît logique. Si possible, voilà, il y a des bonnes idées, pourquoi pas, par exemple. Ah tiens, j'ai une idée. Des lunettes de réalité augmentée, où on aurait les notifications qui apparaîtraient dessus, ça pourrait servir. La curiosité, c'est un très vilain défaut. Je suis le premier à l'avoir, parce que vous savez, hein, tout à l'heure, j'ai dit à Aurélien qu'il avait deux très jolis garçons qui étaient derrière dans le cadre, on les a enlevés, donc ma curiosité était mal placée, donc je m'en excuse, mon cher Aurélien. Et puis la dernière, évidemment, mais ça on l'est tous, il faut de l'expertise pour travailler chez Apple. Voilà. Et ça, on est des experts d'Apple, la preuve, on va être débauchés tous pour rejoindre Apple, j'en suis sûr. Voilà, c'est sûr. Ça m'a un peu fait rire, ça faisait vraiment je trouve ça assez, je vais pas dire bateau, mais c'est un peu l'image qu'on s'en faisait d'Apple, quoi. Non, mais c'est pas inutile de le préciser, hein, comme ça ceux qui postuleront désormais sauront sur quoi il faut insister, dans les compétences, n'est-ce pas? Un mot sur la collaboration, ouais. Un truc très très important, on peut le prendre un peu à la rigolade, parce que effectivement... pas du tout. Non, mais Apple a toutes les peines du monde à faire revenir ses employés dans le magnifique anneau qui pour les faire travailler tous. Mais il faut savoir que cette dimension de la collaboration est vachement importante. Quand tu passes tous les filtres successifs pour intégrer les équipes d'Apple à Cupertino, en dernier recours, ceux qui ont le Final Cut, ce sont les équipes elles-mêmes qui décident si ils se sentent de pouvoir travailler avec toi ou pas. Et c'est eux qui ont le dernier mot pour ce recrutement. Dernier mot, Jean-Pierre. Oui, ou Tim. C'est ça. Bon. Non, c'est Camille maintenant. Oui, c'est ça, c'est Camille maintenant. Bon, elle est une petite dernière news. C'est MacG qui nous l'indique.
Ventura vérifie que vous êtes bien d'accord pour brancher un périphérique USB au Thunderbolt. Il y en a marre de la sécu Apple, c'est bien, mais bon, il y a un moment, c'est chiant, quoi. Ça, Quand je tu suis installes des d'accord. logiciels, est-ce que tu veux bien accéder à ci, à ça? Moi qui fais du déploiement, du coup, j'ai 56 000 trucs à paramétrer, ça devient chiant. Alors, je comprends, la sécurisation, c'est important, mais bon, voilà, quoi, il y a un moment, Mais non, mais là, ça va. c'est primordial. C'est un truc de base pour la sécurisation des ordinateurs en entreprise. Il y a des gens qui dépensent des milliers des dizaines de milliers d'euros pour faire bloquer ou enlever les ports USB de leur machine. Et là, c'est fait. La sécurisation est faite de façon logicielle. Donc, Ouais, mais moi, ça me paraît un pas supplémentaire. la fenêtre, tu vas la dégager quand elle va apparaître. Et puis voilà, si quelqu'un branche un disque dur à ton insu, il la dégage et puis tu verras pas qu'il y a un disque dur. Non, mais il faut qu'il ait l'autorisation. Il me semble que ça doit être assorti avec éventuellement à la demande avec un mot de passe utilisateur Ouais, c'est vrai, il y a un autorisé. Ouais. du système. Oh là là, oh là là. Ah ouais, c'est la galère. Dans les cas critiques, hein, j'entends bien. Moi, je suis d'accord avec François. Non, mais on est plus très loin de la caméra qui te dit attention, vous mettez vos doigts dans votre nez, quoi. Est-ce qu'on peut être tranquille, s'il vous plaît? Bah, tu pourras pas parce que t'as un casque de réalité augmentée, donc du coup, il sera C'est sur vrai, tu pourras pas le faire. C'est vrai. Et dans les oreilles non plus, d'ailleurs. Bon, Tu fais ce que tu veux. c'est ça. Allez, Où tu veux. moi je te propose de terminer sur une bonne note quand même. Ah, une bonne note. Ouais, François. Bah attends, il y a quand même une grosse actu. Ah ouais? Bah ouais, ça y est, la version 1.0 de Matter est disponible. Oh Ça, c'est de yes. l'info quand même. Mais ouais, bah alors, dis-nous tout. Bah voilà, depuis le temps qu'on vous parle de Matter, petite dédicace pour Fabrice, t'as vu, j'ai dit Matter, pas Mater. C'est bien, Parce François, que je me tu suis fait progresses. reprendre une fois. Donc il faut dire Matter. Ça y est, enfin, le fameux super protocole qui vous permettra de pouvoir connecter n'importe quel périphérique connecté avec n'importe quel écosystème est enfin disponible. Donc la V1 est dispo. Alors on avait vu, ça avait commencé à fuiter un peu ces derniers jours. Ikea en particulier avait présenté son premier hub Matter justement. Donc qui va être en vente alors bientôt, mois de novembre. Il est déjà disponible, il vaut une 60aine d'euros. Ouais. L'intérêt, c'est que maintenant, si vous achetez par exemple un interrupteur connecté, à partir du moment où il sera Matter, vous pourrez l'utiliser avec Amazon, avec Google Home et autres. Ça, c'est vraiment un gros plus. Le seul petit inconvénient, c'est que la version 1 de Matter, pour l'instant, il n'y aura pas de compatibilité avec les caméras connectées, donc avec les serrures connectées aussi. Ça arrivera sans doute dans un second temps, mais pour moi, c'est une vraie grosse évolution. Et je pense que pour Apple et pour l'écosystème Apple Home, c'est important parce qu'aujourd'hui, Apple Home était clairement à la ramasse. Il y avait beaucoup de retard, et le fait que maintenant les produits qui soient compatibles Matter puissent être intégrés directement dans Apple Home, je pense que ça va vraiment démocratiser les choses, et c'est plutôt positif. Et j'en profite pour... Oui. Et j'en profite pour m'excuser auprès des auditeurs qui aimaient bien ma chronique. Je promets que ça va revenir en détail, mais comme je l'ai confessé en off, depuis que je suis arrivé dans la maison, au mois de mars, je n'ai pas rebranché un seul de mes boucles connectés, et il n'y a rien de connecté dans la maison. Il faut que je prenne le temps de monter mon infraréseau, et pour l'instant je n'ai pas eu le temps, donc voilà pourquoi ma maison connectée a un peu disparu des radars depuis quelques mois. Bon, avec Matter, ça va te rebooster. Hein? Clairement oui. J'ai des prises Ethernet à brasser, une fois que ce sera fait, c'est parti mon kiki. Et on est bien d'accord que l'arrivée de Matter dans l'écosystème côté Apple, c'est avec iPadOS Alors, 16.1 pas le spécialement. mois prochain. Enfin, Je voilà, crois dans que oui, quelques- tu as raison, ouais. Enfin, pas Ce sera le mois avec, prochain, iOS. parce qu'on est en octobre, mais courant octobre. Ce sera Avec avec le iOS communiqué de presse. 16.1 et du coup, ouais, avec HomeOS aussi sur les HomePod, parce qu'on sait, voilà, on sait déjà que le HomePod mini est passerelle Thread, pardon, et donc du coup, ça, voilà, c'est clairement, il va y avoir de l'évolution là-dessus, et l'Apple TV 4K aussi, et Ponce Thread aussi. Il va y avoir de grosses évolutions, et c'est plutôt chouette. Aurélien, tu es domotique ou pas du tout? Ah, mais complètement. Ah, Philips Hue, pour pas le nommer, voilà, ça c'est la maison. Netatmo également, beaucoup de
de petites choses, que ce soit pour dans l'ambiance, comment ça s'appelle, je sais plus le nom, c'est pour savoir si on a c'est le niveau de CO2 dans la maison, et puis la météo, voilà, tout ça. Oui, complètement. Sans parler de la sonnette, voilà, pour arriver dans la maison, voilà. Et que quand on a un colis Amazon ou qui arrive et qu'on n'est pas là, c'est fabuleux. Et donc, Matter, pour toi, ça représente quoi ? Est-ce que c'est une vraie solution ? Bah, je pense, en tout cas, toutes ces applications que j'ai là, j'utilise leurs propres applications ces derniers, parce qu'effectivement, Apple Home, je trouvais que depuis un certain temps, on va dire 3 ans, je n'arrivais plus à bien l'utiliser. Je trouvais ça compliqué. Et, du coup, j'allais directement sur les applications des constructeurs. Donc, j'espère que Matter va faciliter la vie pour des gens qui ont une maison, on va dire, connectée. Donc, à voir, je vais regarder ça de très près en tout cas. Bon, ça va commencer à chauffer à partir de cet automne, donc vous y êtes presque les garçons. Allez, dans un instant, la mise au point de Gilles. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 100 millions ? À tout de suite. La mise au point de Gilles Dounès. Mon cher Gilles, si j'ai bien compris, tu veux consacrer ton focus, mise au point en bon français, à Apple Music cette semaine, puisqu'Apple annonce fièrement avoir atteint la barre des 100 millions de titres disponibles dans Apple Music. Oui, et tu sais combien Apple adore les chiffres ronds ? Pas tellement d'ailleurs en ce qui concerne les tarifs de l'iPhone, par exemple, mais plutôt le nombre de produits vendus ou mis à disposition. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la musique. Depuis le lancement de l'iTunes Music Store en avril 2003, Apple n'a pas cessé de mettre en avant les chiffres de vente. 1 million la première semaine, puis tout au long des années 2003, 2004, 2005, jusqu'à l'organisation du fameux compte à rebours vers le cap des 100 millions en juillet 2004 ou du demi-milliard à l'été suivant. Bon, et du coup, Gilles, quel est l'intérêt de faire ce communiqué de presse, là, cette semaine ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? En fait, il s'est produit un double changement. D'une part, l'augmentation de la bande passante des réseaux cellulaires a permis de basculer le modèle économique de la musique numérique de l'achat à la pièce, dans lequel Apple était archi-dominant, vers le modèle du streaming, au robinet, comme je dis, sur abonnement, dans lequel Spotify, qui est parti très tôt en 2007, a construit son contre-modèle. Du coup, Apple a été contrecarré dans sa montée avec sa montée en puissance, et Spotify est devenu numéro 1. L'intérêt maintenant n'est plus de présenter tant de titres à télécharger ou même à écouter, ça n'a plus de sens. Ce qui compte encore plus, c'est l'exhaustivité du catalogue. 200 000 morceaux lorsque l'iTunes Store a été présenté en 2003, 400 000 un an plus tard en Europe. En 2015, Apple Music a ouvert avec un catalogue de 30 millions de titres et Apple est donc à 100 millions. Spotify a arrêté de compter à 80 millions. Et le deuxième changement alors ? Il est là précisément. Apple a pris les choses très au sérieux, d'abord sur son savoir-faire en matériel en proposant des AirPods, des HomePod et leurs déclinaisons, et bien entendu, il s'appuyait sur son savoir-faire en matière de logiciel. Toujours pour monter en gamme la qualité technique des morceaux, tout en se battant sur les prix. Ce n'est pas fini sans doute, puisque les nouveaux HomePod et l'Apple classique sont annoncés pour cette année ou le début de l'année prochaine. Du coup, Spotify a investi le secteur du podcast en misant beaucoup d'argent sur la professionnalisation. Alors que c'était traditionnellement le point fort d'Apple, qui avait saisi à bras le corps le phénomène du podcast qui avait émergé autour de l'iPod. Ils avaient intégré l'écoute à iTunes en proposant même des outils de production comme Podcast Producer pour les professionnels et l'éducation ou GarageBand pour les particuliers. Ouais, Gilles,
c'est vrai, hein, on peut dire qu'Apple s'est très largement désintéressé du podcast. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, selon toi ? Alors le message que Apple essaie de faire passer, c'est que la société aime vraiment la musique et les artistes. Du coup, elle s'efforce de mettre de l'humain dans ses listes de lecture et les propositions qu'elles font. Ça peut prêter à sourire quand on sait comment Apple peut fonctionner et combien il est parfois difficile d'avoir un interlocuteur. Mais elle a au moins un avantage sur Spotify, c'est le confort de son écosystème et qu'elle rémunère davantage les artistes que ses concurrents. Eh ben merci Gilles pour cette mise au point. Dans un instant, on va passer au tuto audio. Devenir invisible instantanément, c'est possible grâce au Safety Check d'iOS 16 et je vais tout vous expliquer. iOS 16 met le paquet sur la sécurité. Fin 2020, Apple avait sorti un guide de la sécurité personnelle afin d'assurer votre sécurité et la confidentialité de vos données. Il est en ligne sur le site d'Apple et a été mis à jour plusieurs fois depuis. Mais iOS 16 a repris une longueur d'avance avec cette fonction Safety Check, contrôle de sécurité en français, une sorte de panic button qui en une seule action va vous éviter d'aller dans une multitude de réglages et de préférences pour ne plus partager vos infos, votre position avec personne, aucun contact, aucune app, disparaître en quelque sorte en un claquement de doigts. Alors on vous souhaite de ne jamais vous retrouver dans une situation qui le nécessiterait, mais si Apple l'a prévu, c'est que ça a dû arriver. À ne pas confondre avec le mode isolement, également apparu avec iOS 16, qui est destiné lui à vous protéger des cyberattaques. Safety Check donc, contrôle de sécurité. Pour l'activer sur votre iPhone sous iOS 16 uniquement, ouvrez les réglages, allez dans confidentialité et sécurité, et scroller jusqu'à contrôle de sécurité qui est à l'écart des autres réglages. En dessous, on peut lire « Assurez votre sécurité personnelle en vérifiant les personnes, les apps et les appareils qui ont accès à vos informations ». On y va ? Allez, on clique sur « Contrôle de sécurité », un nouvel écran apparaît. Si vous cliquez sur « En savoir plus », vous arriverez sur ce fameux guide Apple. Une recherche permet d'ailleurs de confirmer que ce guide n'a pas encore été mis à jour avec le fameux contrôle de sécurité. Dans cet écran, vous avez deux choix possibles et deux choix uniquement. Le premier s'appelle réinitialisation d'urgence. Il va réinitialiser immédiatement les accès accordé à toutes les personnes, à toutes les apps, et il va vous permettre de vérifier la sécurité de votre compte. Autrement dit, c'est la déconnexion plein gaz qui vous proposera aussi de modifier votre mot de passe d'identifiant Apple et de checker vos contacts d'urgence. L'autre option, c'est gérer les partages et les accès. Si vous choisissez cette possibilité, 3 étapes vous seront présentées. 1. La vérification des contacts avec qui vous partagez quelque chose, comme votre position ou vos photos. 2. L'examen des apps qui ont accès à vos informations, comme votre agenda ou vos contacts. Et 3. La sécurité de votre compte, et notamment votre mot de passe d'Apple ID. Voilà, on vous souhaite de ne jamais avoir besoin de ce contrôle de sécurité, mais Apple a réussi à centraliser tout ce qui peut potentiellement vous exposer. Ça existe et c'est bien. Dans un instant, nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur et nos cartons éventuellement jaunes ou rouges de la semaine. François, puisque tu es un revenant, à toi l'honneur aujourd'hui. Quel est ton coup de cœur ou carton ? Moi, c'est un petit coup de cœur. Je fais tout après tout le monde. Et en tant que technophile, grand technophile, je viens de passer à la voiture électrique depuis vendredi. J'ai eu l'occasion de réceptionner une très jolie Tesla Model 3 grise. Que j'ai beaucoup de plaisir à conduire, et c'est vrai que voilà, j'avais eu l'occasion d'en essayer une grâce à notre ami Sergio, qui peut-être écoutera cette émission. T'as vu Serge, elle va faire moins d'1h15-20, donc tu devrais être content. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir en acheter une à l'ancien prix, que j'avais commandé il y a déjà fort longtemps, parce que je l'avais commandé au mois de décembre 2021, et je l'ai réceptionné là cette semaine, et je trouve que c'est vraiment un gros plaisir. Il faut beaucoup de temps pour tout paramétrer, parce que c'est vrai que tout est électronique, mais ça a des côtés sympas le matin de pouvoir programmer le chauffage directement avec son joli téléphone.
Ce qui fait que quand t'arrives dans ta voiture, t'as une température de 19 degrés ou 20 degrés. Non, c'est 19 maintenant, c'est vrai, c'est la fin de l'abondance. Et du coup, c'est particulièrement agréable d'avoir voilà, une voiture hyper connectée, à voir à l'usage, comme tout, mais voilà, c'est mon petit coup de cœur. Bon, j'ai une question à te poser quand même. Les tarifs ont un peu augmenté de l'électricité. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Quand tu recharges ta voiture chez toi, oui, je pense, parce que c'est vrai que le coût au kilowatt reste quand même, surtout sur les heures creuses, relativement réduit. Alors j'ai plus les tarifs en tête, mais je te dirais 0,16 je crois de mémoire. Maintenant, c'est vrai que si tu t'arrêtes utiliser un superchargeur, c'était quand même c'est le gros avantage de Tesla, c'est le réseau de superchargeurs. Là, on est quand même à 0,60, on est à plus de 0,70 maintenant du kilowatt. Donc au final, en coût de revient au kilomètre, mon Kadjar diesel, au jour d'aujourd'hui, me revenait moins cher à partir du moment où je recharge la Tesla sur les superchargeurs Tesla, comparé au prix du gasoil. Donc c'est dommage, mais après, il y a quand même un confort de conduite qui est assez sympa. Mais c'est vrai que quand je vois ça, je me dis... Je regrette de pas être passé à l'électrique plus tôt, mais financièrement, je pouvais pas me le permettre. Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, régale-toi et prends du plaisir avec ta nouvelle voiture. Tu nous raconteras le hack, bientôt. Ouais, il faut que je regarde, parce que j'ai vu cette semaine que la possibilité d'installer CarPlay sur les Tesla était un peu moins compliquée, on va dire. Mais je crois que je vais attendre que ce soit encore moins compliqué, parce que ça l'est toujours un peu quand même. Bon, tu nous tiens au courant, hein. Tu es notre référence désormais. Aurélien, est-ce que tu as un coup de cœur à partager avec nous? Oui, c'est une série sur Apple TV+. Ça s'appelle Bad Sisters. Et c'est une série avec 6 sœurs, dont une d'entre elles qui est mariée avec un pervers narcissique, qui n'est pas que pervers narcissique. Et elles vont essayer de se débarrasser de ce vilain personnage. C'est très intéressant, c'est très bien fait. J'ai testé ça il y a quelques semaines pour voir. Je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Et j'ai été happé. Voilà. Donc, si vous cherchez une série, celle-ci est très sympa. Eh ben merci. Donc, Bad Sisters, tu dis. C'est ça. Sur Apple TV+. Merci Aurélien. C'est Goodbye Earl, la chanson des Dixie Chicks. Ah yes, merci, toujours là pour les bonnes références musicales, Gilles. Justement, c'est à toi. C'est quoi ton coup de cœur cette semaine? Ou ton carton jaune? C'est un coup de cœur et un petit coup de griffe. On est dans la suite du communiqué de presse d'Apple. C'est Apple Music Today. Alors, c'est un coup de cœur parce que c'est vachement sympa d'avoir les références musicales d'un morceau qu'on apprécie. Alors, on est seulement au deuxième numéro. Le premier, c'était A Little Piece of My Heart de Janis Joplin. Et on apprend, je ne savais pas, que la version originale avait été enregistrée par Aretha Franklin. J'aurais pensé que c'était plutôt l'inverse, Aretha qui l'avait reprise, tellement Janis Joplin l'avait fait sien. Le coup de griffe, c'est que Aurélien est comme moi auditeur de France Inter, et quand on a connu les Tube & Co de Rebecca Bonzoni, on ne peut que rester sur sa faim, dans la mesure où l'Apple Music Today est extrêmement succinct et donne à quelques secondes de narratif, et on enchaîne immédiatement sur le morceau. J'aurais mis 5-10 minutes, pourquoi pas. Mais enfin, c'est déjà bien que ça existe. T'en as jamais assez. Donc, là, c'était vraiment les appetizers, quoi. Ça dure combien de temps, en fait? Ça dure, je te dis, 30 secondes de narratif. Oui, c'est pas très long. C'est minimaliste. Et après, on enchaîne. C'est un coup de cœur ou un carton jaune? C'est les deux. C'est très très bien, mais c'est un peu chiche, quoi. Ok. C'est bien, donc, mais pas top. Voilà, c'est ça.
Bon, moi, en revanche, c'est plutôt top. Je le dis avant de l'avoir essayé, mais c'est prévu et j'espère pouvoir partager avec vous un test très bientôt dans iWeek. C'est le nouveau clavier Logitech qui s'appelle le MX Mechanical Mini. D'abord, il a une gueule folle, je trouve. Il a une gueule folle, hein. Ouais, il me fait bien envie. Il est très très beau. Je pense qu'il est très très bien. Il peut être bien parce qu'il est quand même vendu 160 €. Donc c'est pas donné. Il y a un autre clavier vraiment dédié Mac qui est plus dans l'esprit iMac, mais presque iMac époque Bondi Blue, qui s'appelle le K380. Et puis vous avez 2 souris. Il y en a une qui est assez sympa dans le design, qui s'appelle The Lift for Mac, qui est vendue 79,99 €. Et l'autre qui est vraiment la grosse de compète, qui s'appelle la MX Master 3S for Mac, qui elle est à 129,99 €. Je pense que l'inflation est un peu passée par là aussi sur ces nouveaux produits. Mais en tout cas, je salue vraiment la... oui, tu as une MX, hein, toi aussi, François, tu nous la montres à l'écran pour ceux qui sont sur la version YouTube. Moi, je salue quand même la fidélité de Logitech à l'écosystème. Et comme ça, allez voir sur les vidéos et sur les photos, ça a l'air d'être des super produits, en tout cas dans le design. Et je vois que François, on a eu le même coup de cœur à l'œil pour le MX Mechanical Mini. Hein ? Ouais, il est magnifique. Alors après, moi j'ai déjà un MX, j'avais fait le test d'ailleurs, le Craft, c'est vrai que les claviers Logitech sont sympas, en plus le fait que tu puisses le pairer avec plusieurs périphériques, et le passage de l'un à l'autre est hyper rapide. Maintenant c'est vrai que le tarif fait quand même un peu mal, je me serais bien laissé tenter juste pour le fun, mais c'est vrai que, voilà. Mais tu nous feras un test, tu nous diras comment tu l'as trouvé. C'est promis, c'est prévu. Ah, c'est la qualité suisse. C'est fini pour ce numéro 106 d'iWeek, la semaine Apple. Merci à vous trois d'avoir été là, très sympa. François, bon, c'est la routine pour toi. Ouais, mais c'est vrai que vu que je le fais moins souvent, j'ai encore plus de plaisir à vous retrouver quand je peux enregistrer avec vous. Écoute, plaisir toujours partagé. Merci d'avoir été là et puis à très vite, notamment pour la quotidienne. Salut Gilles. Salut Benjamin. Salut Aurélien. Salut François. Au revoir. À bientôt Gilles, on se retrouve aussi dans un de nos rendez-vous quotidiens. Et donc salut Aurélien. Aurélien Ledran, très sympa de t'avoir rencontré, de t'avoir accueilli aussi dans iWeek. Comment c'était alors avec un tout petit peu de recul ? Avec du trac, voilà, mais je suis T'as vu, il n'y a pas de raison d'avoir le trac. Il faut toujours en avoir de toute façon un peu, sinon ça veut dire qu'on se prend pour le warrior, on va dire. Non, je suis très content, vous avez été très sympa, et voilà, j'espère que... après, c'est les auditeurs, je pense, qui diront. Écoute, moi j'ai trouvé ça très chouette, et c'est sympa d'avoir un regard différent, nouveau, donc vraiment très, très sympa. Un regard de vieux con comme de t'avoir nous. accueilli. Ouais, c'est ça, voilà. Merci de l'avoir dit, François. Bon, à bientôt Aurélien. Salut à toute la petite famille dans Lyon. À très bientôt dans iWeek, la semaine Apple. Nous, on se dit à mercredi prochain. On sera le 12 octobre et ce sera l'épisode 107. D'ici là, n'oubliez pas la quotidienne iWeek, l'autre podcast iWeek, 5 jours par semaine, totalement gratuit, sur toutes vos plateformes de podcast préférées, et de préférence ailleurs que sur Apple Podcast, au moins ailleurs ça marche bien. Et puis faites comme Aurélien, hein, qui a la gentillesse aussi de nous soutenir financièrement. Alors, une poignée d'euros par semaine, par épisode, mais c'est vraiment grâce à ça qu'on paye les frais techniques, les licences logicielles, les hébergements, enfin plein de choses indispensables au développement de ces deux podcasts. C'est sur patreon.com/iWeek. Ainsi vous rejoindrez la communauté et vous nous soutiendrez. Et puis toujours Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous, parlez surtout d'iWeek autour de vous parce que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On vous dit bonne soirée,
très belle semaine et à mercredi prochain. Salut à tous, bye bye, salut Aurélien, bisous chez toi, ciao. Salut, Bye bye. à plus.